Bonjour à tous. Max Biodi, directeur général adjoint de la GEFMA, votre animateur modérateur pour la circonstance. Monsieur le président de la GEFMA et aussi deuxième vice-président du conseil régional, monsieur Daniel Robin, monsieur Patrice Pétavin, responsable du pôle 3E de la Diète, mesdames et messieurs les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les partenaires sociaux, et je profite aussi pour saluer la présence des collègues du CARIFOREF de Guyane. Après une cérémonie de présentation des vœux de la formation professionnelle au Château La Favorite, le 22 janvier 2014, l'acte 2 des premières assises régionales de la formation atelier professionnel, le 18 février 2014, la journée professionnelle des ateliers de pédagogie personnalisée en partenariat avec l'Association pour la promotion des APP en Martinique, le 27 février 2014, la rencontre régionale du Forum permanent des pratiques ANLCI 2.0 en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme le 25 avril 2014. Bienvenue au cinquième temps fort de la formation professionnelle organisée par la GEFMA dans le cadre de ses missions de centre de ressources, d'animation, d'information et de formation CARIF, en partenariat avec l'État, le Conseil régional et le réseau des CARIFOREF. La conférence, la réforme de la formation professionnelle 2014, applicable en 2015, quel impact pour les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. En intervenant principal pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Philippe Ceped, directeur juridique, observatoire du Centre Info, expert dans les domaines suivants de la formation, l'histoire de la formation professionnelle et continue, les mécanismes juridiques du dispositif de la formation professionnelle et continue, le rôle des acteurs de la formation continue, la décentralisation de la formation professionnelle et continue, et travaille aussi sur les territoires et de formation et d'insertion. Il dirige actuellement au centre du Centre Info 3 services avec une équipe de 15 chargés d'études qui aujourd'hui nous permettent d'avoir un certain nombre de documents tels que des fiches pratiques d'expertise, assure aussi des actions de formation et des conférences, et bien entendu un observatoire et des études qui sont menées. Le service juridique du Centre Info réalise des études sur l'évolution de la réglementation de la formation professionnelle et continue et anime effectivement des journées techniques et des sessions de formation sur les thèmes de la réglementation de la formation professionnelle. C'est à ce titre qu'il est ici aujourd'hui. Avant de vous présenter le programme de la conférence, place aux allocutions d'ouverture et à l'intervention du président de la GEFMA. J'appelle au pupitre M. Patrice Pétavin, responsable du pôle 3E, emploi, économie et entreprise de la Diète. M. Patrice Pétavin, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir, évidemment, d'être parmi vous pour une nouvelle fois, puisqu'il y a eu effectivement de nombreuses séquences de préparation de cet acte 3 et d'installation de l'acte 3 de décentralisation en matière de formation professionnelle. C'est un nouveau moment qui nous rassemble tous, acteurs publics, partenaires sociaux, opérateurs de la formation. Je ne vais pas faire un laïus trop long sur la question de la loi du 5 mars. Je vais simplement dire les 3 points qui, à mon sens, sont fondamentaux et qui marquent une petite révolution dans le domaine de la formation professionnelle. D'une part, évidemment,
la loi confie à la région et clarifie complètement la responsabilité de la région dans l'ensemble des politiques de formation et d'orientation, dans la coordination d'achat de formation. Mais sur le fond, cette loi réexamine les conditions de bénéfice des dispositifs de formation vers les salariés, vers les demandeurs d'emploi, et vers les salariés qui en bénéficient le moins jusqu'à présent, puisqu'on a tous remarqué que la formation allait davantage sur les grandes entreprises. Donc elle réoriente les besoins de formation en réponse au public qui en ont le plus besoin. C'est un premier élément. Le deuxième élément consiste à simplifier la collecte des fonds de formation, puisque un seul organisme collecteur rassemblera l'ensemble des fonds d'information professionnelle, que ces dispositifs de cotisation sont simplifiés, de 1% pour les grandes entreprises et 0,5% pour les plus petites. Et enfin, elle instaure le compte personnel de formation, qui est un véritable droit tout au long de la vie pour chaque salarié, demandeur d'emploi, jeune, adulte, et qui concentre l'ensemble des droits acquis au cours de la carrière professionnelle. Mais au-delà de ça, au-delà de ce droit qui est désormais garanti par ce compte personnel de formation et des dispositifs qui l'accompagnent, le conseil en évolution professionnelle, il y a bien une obligation pour les entreprises, et les partenaires sociaux doivent pleinement jouer leur rôle dans cette dimension. Il y a une obligation pour les entreprises de former et non pas seulement de cotiser. Et ce droit à la formation, il fera l'objet d'une évaluation par un entretien professionnel tous les 2 ans, un entretien en évolution professionnelle obligatoire dans toutes les entreprises qui permettra de faire le point pour chaque salarié des droits dont il aura bénéficié ou dont il pourrait bénéficier. Donc il ne s'agira pas d'un entretien professionnel sur l'activité de la personne, mais bel et bien sur son droit à une évolution tout au long de la vie. Voilà, je pense que ce sont là les points fondamentaux qui vont consacrer l'évolution du système de formation professionnelle à partir de maintenant. Je voulais aussi indiquer que la gouvernance sera modifiée, enrichie, élargie, où chacun aura ses responsabilités au sein d'un nouveau comité de pilotage de la stratégie de formation, d'emploi et d'orientation sur le territoire, qu'il s'agisse des politiques d'emploi pilotées par l'État, qu'il s'agisse des politiques de formation professionnelle et d'orientation, mais surtout dans une parfaite articulation, puisqu'on ne peut pas raisonner formation sans raisonner besoin de l'économie, besoin des salariés et ajustement de l'ensemble des dispositifs qui concourent à l'emploi, à l'insertion professionnelle. Donc cette instance qui va s'appeler le CREFOP, Comité régional pour l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle, rassemblera à leur côté et dans une stratégie partagée l'État, la région et les partenaires sociaux. Donc je signale d'ores et déjà que nous attendons beaucoup que les partenaires sociaux s'investissent totalement dans toutes leurs composantes, les organisations patronales et les organisations syndicales, aussi bien celles représentatives au niveau national que les organisations syndicales représentatives au niveau de la Martinique. Et nous pensons que les enjeux de cette nouvelle loi et de ce nouveau dispositif postulent en effet un engagement fort des partenaires sociaux dans la définition de cette stratégie régionale. Voilà, ce CREFOP. Alors nous sommes actuellement en train d'achever les travaux conduits par les commissions du CCERFP. Nous en avons tenu une la semaine dernière sur le suivi précisément du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles. D'autres commissions vont se tenir pour faire un point complet sur les travaux qui ont été conduits jusqu'à présent dans le domaine de la formation et de l'orientation. Nous allons, et c'est une proposition que j'ai faite tout récemment, nous allons installer le CREFOP. Je pense que dès le mois de septembre-octobre, nous pourrions d'ores et déjà mettre en place cette nouvelle instance et donc, à partir de là, conduire les travaux qui sont déjà en cours et leur donner toute leur place ici à la Martinique. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je vais laisser la place aux autres intervenants et je vous remercie et je vous souhaite de très bons travaux.
Merci, Monsieur Patrice Pétavin. Donc, avant de passer la parole au président de la GEFMA, je demande à Monsieur Manuel Baudouin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, de venir nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi, Monsieur le Président, et merci de m'avoir spontanément convié à prononcer quelques mots. Ça va être un grand plaisir que je le fais, compte tenu du rôle qui est celui de la Chambre de commerce, resitué sur ses fonctions traditionnelles d'assistance à l'entreprise et de formation des chefs d'entreprise et des employés de l'entreprise, à venir ici participer à ces travaux. Je ne rentrerai pas dans la technique, mais juste un élément de recadrage. La Martinique est en avance sur beaucoup de choses. La Martinique va être finalement la première région de France à faire ce que d'autres feront, qui est la fusion du département et de la région. La Martinique va hériter de cette loi qui donne à la région des attributions importantes. Et au-delà de cela, la région a déjà obtenu, comme chacun sait, l'habilitation qui renforce encore ses attributions et ses qualifications. Il n'est pas question de s'en réjouir ou de le déplorer, les choses sont ainsi. Ce dont on peut se réjouir, c'est qu'on s'organise en fonction de ça. Et la journée d'aujourd'hui est là pour s'organiser en fonction de ça. Il est très important de le faire car après tout ceci, ce sont des contenants. Les contenus dépendent de quoi? D'abord, ils dépendent des hommes qui animent ces contenants. Et pour la petite responsabilité que j'ai, je dois dire qu'effectivement, les hommes arrivent à travailler de façon consensuelle ensemble. Mais les hommes ne sont pas éternels. Et donc, il faut veiller à ce que le mode de fonctionnement qui sera le nôtre désormais soit un mode de fonctionnement pérenne, stable, dans lequel les autorités régionales, pour toutes leurs activités, et en particulier pour celles qui nous occupent aujourd'hui, puissent fonctionner de façon, je dirais, harmonieuse. Le plus grand risque, c'est le dialogue avec soi-même. Le dialogue avec soi-même est stérilisant. Personne n'en voudrait. Et donc, mon message d'aujourd'hui, et il n'y a pas de procès d'intention derrière cela, bien entendu, mon message d'aujourd'hui, c'est qu'il est de l'intérêt, me semble-t-il, des décideurs publics en général et de celui-ci en particulier, dans les domaines qui sont les nôtres, d'organiser son interlocuteur et de conforter son interlocuteur. Nous sommes partis sur cette voie-là, avec la maison de l'entreprise, nous partirons sur cette voie-là, sur la formation. Je voulais porter ce message et indiquer que de notre côté, qui faisons partie de ces interlocuteurs, nous sommes en condition, parfaitement disposés à jouer le jeu, et à jouer le jeu, je dirais, de la rationalisation de notre propre action pour que tous ces contenants puissent trouver une stabilisation dans le temps. Voilà, tu as pris le risque de me donner la parole, cher Président, je l'ai pris. Merci. Merci, Monsieur Manuel Baudouin. Donc, j'appelle à la tribune Monsieur Daniel Roubin, deuxième vice-président du Conseil régional et président de la commission formation, éducation, formation tout au long de la vie. Merci, Monsieur Gordy. Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Ceped, Mesdames, Messieurs, chers acteurs de la formation, bonjour. Alors, depuis le mois de décembre, nous avons pris le parti d'anticiper un petit peu sur un certain nombre des évolutions qui étaient déjà engagées. Et nous avons pris le parti, à travers les assises, donc au mois de février, d'essayer avec vous de, justement, mettre en évidence ce que nous avions appelé de nouveaux enjeux, une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle. Au mois de février dernier, nous avons réuni dans le cadre des ateliers, parce que nous étions en passe d'obtenir cette habilitation et qu'il nous fallait travailler avec vous sur les impacts qu'aurait cette nouvelle loi dans votre mission d'organisme de formation. Et je rappelle qu'à cette occasion, nous avions voulu pointer plusieurs axes. Le premier, c'est faire en sorte qu'à travers une meilleure connaissance des contenus de cette habilitation, que je vais rapidement évoquer, à savoir donc la création d'un établissement public à caractère administratif, qui va se voir confier 3 missions clés. La première, c'est de créer et de piloter le service public régional de la formation.
Le second, il s'agit d'animer et de professionnaliser le service public régional de l'orientation. Et le troisième volet, il s'agissait donc de mettre en cohérence orientation, formation, emploi, à travers la déclinaison de dispositifs régionaux. Ainsi posé, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a sous-tendu la démarche de la collectivité régionale, quand dans le même temps, au niveau national, nous étions engagés avec les services de M. Sapin, qui était encore notre interlocuteur sur les champs du travail et de l'emploi et de la formation, parce qu'il était important pour nous, non pas tant de se déconnecter de la réalité de l'évolution nationale, parce que nous, finalement, nous l'épousons et nous la confortons, mais surtout d'être capacité de dire la finalité de tout ce que nous faisons dans le champ de la formation professionnelle, c'est l'emploi. Et qu'à ce titre, notre mission devait trouver une logique très en amont des responsabilités qui nous étaient confiées et qu'il nous était très difficile d'envisager la consécration que la réforme entend poser pour les régions et demain pour la collectivité territoriale de Martinique, en nous instituant chef de file, en consolidant et en renforçant nos compétences, et en même temps de ne pas être en capacité d'intervenir sur le champ qui serait le plus large possible par rapport à ce que la loi nous offre. Alors ceci a été posé. Et j'ai rappelé donc au mois de février les enjeux pour vous, organismes de formation, parce qu'il s'agissait, dès lors qu'on rentrait dans une logique de service public régional, d'être en capacité d'identifier quelles seraient les obligations de service public qui pèsent sur vous, organismes de formation, et quelles sont les conséquences en matière de contractualisation, parce qu'il est clair que dès lors que nous envisageons cette réforme, nous allons donc modifier la réalité des relations contractuelles et donc financières entre le donneur d'ordre, qui est aujourd'hui la région, que sera demain l'établissement public, et vous, qui êtes les acteurs et les opérateurs de la formation professionnelle. Alors je me souviens que nous avions pris appui sur une consultante qui nous avait, à travers une vidéoconférence, réellement fait toucher du doigt quels étaient les enjeux. Et je rappelle que dans les mois à venir, puisque nous avons pris le parti de scander la mise en œuvre de cette réforme en vous rencontrant le plus régulièrement possible et en dialoguant avec vous très directement pour pouvoir donc faire en sorte que vous soyez réellement mis en tension sur ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Alors, sur la question de la contractualisation, très rapidement, il est question, bien évidemment, de faire muter la réalité conventionnelle, contractuelle, entre nous, région aujourd'hui, demain établissement public, et vous. Et j'insiste vraiment sur cela parce que la finalité que nous recherchons, c'est justement, c'est pour ça que nous avions engagé avec vous, en tout cas c'est ceux qui l'avaient souhaité dès l'année dernière, une démarche, je dirais, de labellisation, dans le cadre d'une démarche qualité, pour justement faire prendre conscience et graduer la réalité de l'évolution des prestations attendues. Autrement dit, sans être trop brutal ce matin, il va falloir que vous remettiez en question la réalité de la façon dont vous délivrez votre prestation sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que justement, nous allons rentrer dans une économie de la formation et de relations contractuelles enrichies. Parce qu'on ne va plus seulement être, même si avec Pôle emploi nous devons ajuster un certain nombre de choses, mais seulement en capacité de définir le besoin, même si nous l'avons fait avec les CEP, avec le CPR-DFP, nous allons devoir effectivement, ensemble, faire en sorte que la relation puisse s'inscrire, comme c'est peut-être le cas parfois dans des délégations de services publics, dans une démarche qui sera beaucoup plus un dialogue, beaucoup plus quelque chose qui intègre nos visions respectives, la qualité de ce que nous allons mettre en œuvre et la façon dont nous allons le mettre en œuvre. Alors, délégation de services publics, ça pourra être dans certains cas la passation de marché, ça pourra être une habilitation confiée par la région à des organismes de formation,
Mais en tout état de cause, dans les mois à venir, nous allons changer notre mode de contractualisation. Et ça va concerner tous les opérateurs. Et j'ai envie de dire de l'AFPA à la Chambre, Monsieur le Président, en passant bien évidemment par l'ensemble des organismes de formation. Pour vous donner un petit exemple et lever le coin du voile, nous sommes en démarche assez avancée maintenant avec l'AFPA, puisque d'ici le mois de juillet, je devrais présenter au président de région et à mes collègues en plénière les orientations retenues en termes de modification juridique du statut de l'AFPA, qui va impacter un changement des relations organiques entre la collectivité régionale et l'AFPA, et donc, finalement, comment nous allons sécuriser, dans une démarche un petit peu, enfin, ce qu'on appelle le in-house. Alors, comme on dit en créole, c'est on dit dans Kaila, mais je n'ai pas trouvé mieux. Faire en sorte qu'il y ait une relation beaucoup plus articulée et imbriquée entre l'AFPA et nous. Donc, voilà concrètement un impact fort de cette réforme. Ça veut dire que pour vous aussi, demain, et nous devons donc l'anticiper, nous allons être en révision de notre mode opératoire. Mais la séquence qui nous occupe aujourd'hui est extrêmement importante. Parce que finalement, nous allons revenir à la genèse du projet. Et, je le rappelle, elle est d'essence éminemment paritaire. En amont du process d'élaboration de la loi, se sont tenues de vraies négociations. M. Ceped en parlera certainement, qui ont abouti à des axes extrêmement forts dans la relation entre salariés, employeurs, État, région. Et ce que nous sommes en train de parcourir et que nous allons ensemble visiter aujourd'hui relève justement de ce que la loi consacre, c'est une gestion quadripartite du champ de la formation professionnelle. Et nous allons l'évoquer côté entreprise, parce que tout ce qui relève, mais je ne vais pas en parler parce que nous avons des spécialistes, mais du conseil en évolution professionnelle, du compte personnel de formation, est réellement essentiel parce que ça va impacter la gouvernance des entreprises. La façon dont va être géré ce droit à la formation va être, de mon point de vue, une bonne façon d'illustrer ce que les inspirateurs paritaires et que le législateur a consacré va nous permettre de trouver un champ non consensuel dans lequel, justement, il va être question de pouvoir inscrire le dialogue social dans l'entreprise entre projet d'entreprise et projet individuel des salariés. C'est un rendez-vous important à ne pas rater. L'autre élément clé sur lequel, je pense, la Martinique ne s'est pas encore suffisamment positionnée, parce que là aussi, c'est quelque chose que le législateur a posé et qui va nous impacter, mais très fortement, c'est la concentration des financeurs. Nous sommes engagés dans une démarche très, très affirmée, dans laquelle, et le fléchage a été bien montré, il faut réduire le nombre d'OPCA. Donc il y aura, dans les semaines à venir, mais les négociations ont commencé, une réelle modification de la cartographie des organismes paritaires collecteurs agréés. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que, vous le savez, le législateur a également posé, en élément clé de la réforme, la révolution entre les OPCA d'un côté et les OPTA de l'autre. Donc concernant la taxe d'apprentissage. Avec, Monsieur le Président, une volonté, territorialement, de flécher la collecte de la taxe d'apprentissage vers la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Donc ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui mettre tous ces éléments réellement en perspective et acter ensemble, et c'est un petit peu l'objet de notre réunion ce matin, que, au-delà encore de ces rencontres qui nous permettent justement de vous tenir informés de la réalité de ces évolutions, mettre en place une vraie réflexion, un groupe de travail qui va nous autoriser à, justement, identifier, mesurer et mettre en œuvre les points d'impact de cette nouvelle loi. Pour terminer, ça a déjà été évoqué par M. Pétavin, je vais juste le souligner,
L'autre élément clé de cette réforme, c'est finalement la réalité de l'évolution de sa gouvernance. C'est-à-dire que le champ de la formation professionnelle, même s'il y a des acteurs fléchés comme étant leaders, comme disait la loi chef de file, il nous faut convertir l'essai d'une démarche de gouvernance consensuelle, dans laquelle les partenaires sociaux, employeurs, syndicats, seront aux côtés de l'État et de la région réellement impliqués, réellement investis. Alors, M. Pétavin évoquait ce fameux CREFOP, qui va de toute façon, parce que la question qui m'est souvent posée, c'est finalement, est-ce que cette nouvelle instance sera mise en œuvre ou pas? Eh bien, M. Pétavin vous a donné la réponse. Elle le sera avant la fin de cette année. Donc nous sommes en train, effectivement, dans le cadre du CCRFP, de mettre à jour un petit peu les derniers éléments qui nécessitaient donc sa survie. Et donc nous allons basculer dans ce que le législateur a appelé de ses voeux, une gouvernance quadripartite d'un côté et une mise en cohérence, orientation, formation, emploi. Donc c'est pour cela que cette séquence est pour moi éminemment importante. Donc nous avons, et je suis très heureux de voir que vous êtes nombreux dans cette salle, la formation professionnelle n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui relève tout simplement de la performance de nos organisations, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de collectivités, et qu'elle doit être mise au service d'un projet territoire. C'est pour cela, Monsieur le Président, et j'étais très heureux que vous acceptiez au pied levé d'engager avec moi ce matin donc un dialogue, comme d'habitude très direct et très franc. Et notre mission est effectivement de transcender les relations personnelles pour structurer durablement celui des organisations. Parce que je le rappelle, là également, nous sommes engagés, donc, alors même si le calendrier a un petit peu bougé, mais c'est une réalité, la collectivité territoriale de Martinique verra le jour dans quelques mois. Et quelle que soit la majorité et la couleur politique qui l'animera, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est poser les cadres qui justement nous permettront de passer ces écueils et ces temps électoraux en ayant structuré durablement ce qui nous semble le plus important pour l'avenir de nos entreprises.